Vincent Maillet, donc avec nous, directeur général de Havas Paris, président d'Havas Commerce, qui se dit mais qu'est-ce que le blé, mais j'y connais rien moi, blé, qu'est-ce que... Non, le chiffre très impressionnant, c'est parce que c'est un truc de citoyen en fait, qu'il faut qu'on sache tous. Combien de pays dans le monde peuvent réellement exporter du blé? Et sachant que le monde entier a besoin de blé pour manger, tout simplement. Je te donne la réponse, 8. T'as seulement 8 pays dans le monde qui sont en capacité de vraiment exporter du blé. Donc quand t'en as 2 d'entre eux qui se font la guerre, en l'occurrence la Russie et l'Ukraine, on se rend compte quand même de la fragilité de l'ensemble de cette production. On en parlera avec Sébastien Habis, parce que la réflexion qu'on doit tous avoir derrière, je veux bien qu'on soit tous dans des réflexions profondes autour du climat, de l'écologie, du carbone, etc. et tout, mais déstabiliser, oui, des filières de production intensive, ok, ce sont des filières de production intensive, mais elles sont nécessaires à nourrir la planète. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. On parle de ça avec Sébastien Habis dans un instant. Mais d'abord, donc, avec toi, Vincent, le luxe. Donc, magnifique objet fait par Havas. Voilà, je le montre là. Merci. Non, magnifique objet. Magnifique. Non, je trouve cette photo absolument incroyable. Donc, Luxe 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi d'abord le concept. Qu'est-ce que ça veut dire Luxe 3.0 dans ton esprit? Luxe 3.0, c'est vraiment l'évolution du luxe aujourd'hui, confronté au digital et à tout ce qui est en train de se passer dans le numérique. Sachant que les marques de luxe, notamment françaises, enfin, globalement, elles sont mondiales, la plupart. Ouais. Et en gros, c'est comment je m'attaque au marché chinois quand je suis une marque de luxe, que je veux préserver quand même ma qualité. Donc, je cherche une distribution sélective. Je cherche à maîtriser mon territoire et mes éléments de marque, mais malgré tout, je suis sur un marché qui est mass market. C'est-à-dire que même le luxe en Chine, il est mass market tellement il est monstrueux. Et donc, et surtout, il passe aussi par essentiellement le numérique, puisque des applis comme Alipay, comme WeChat, comme Tmall, Luxury Pavillon, qui sont les grosses apps en Chine, sont tellement monstrueuses qu'on peut pas déroger, donc on est obligé d'y aller. Mais on peut pas déroger. Alors, enfin, pendant un moment, le luxe a espéré. Ils n'ont pas espéré pouvoir y déroger ou en tout cas garder le contrôle. Non, je pense pas qu'ils, enfin, en tout cas, ils voulaient y aller parce qu'ils voyaient bien qu'il y a un certain nombre de clients, notamment la jeune génération, la Gen Z en Chine aujourd'hui, qui consomme du luxe, énormément de produits de luxe. Cette Gen Z aujourd'hui, elle fait tout sur mobile. Donc ils étaient un peu obligés d'y aller. La question, c'est est-ce qu'on y va dans des grandes marketplaces populaires, type AliExpress en Europe, type Amazon, type Taobao en Chine? Est-ce qu'on va sur ces grandes marketplaces qui sont espèce de foire-fouille où il y a enfin, on les voit au moment de la fête des célibataires, là. Où il y a Eleven, en fait. Mais enfin, ça correspond pas au code du luxe. C'est le mot qu'on puisse dire. Mais il y a eu deux phénomènes. Il y a un phénomène, c'est que les marques de luxe, elles, ont dit, bon, il va quand même falloir qu'on trouve une solution pour y aller. Et puis, il y a les marketplaces qui, elles-mêmes aussi, ont mis en place des solutions pour qu'elles puissent y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tmall, par exemple, est devenu... Donc Tmall, c'est Alibaba. Tmall, c'est Alibaba. Tmall Luxury Pavillon, qui est devenu une marketplace dédiée aux marques de luxe. En fait, vous avez à l'intérieur de cette marketplace uniquement des grandes marques de luxe. Alors après, ce qu'il y a, c'est que les chiffres d'audience, de consommation, de nombre de clients qui viennent acheter dessus sont tellement colossaux que voilà, ça redevient un terme du mass market, mais c'est du mass market, entre guillemets, mass market dans le définition du terme, mais ça reste quand même du luxe parce que dans cette marketplace, vous avez que des marques de luxe. Et il n'y avait pas moyen, alors peut-être on va le montrer, vous parlez d'un nouveau paradigme sur ce que veulent aujourd'hui les consommateurs, nouveau paradigme du luxe. Il n'y avait pas moyen de rester, parce que ça a été, moi je me souviens d'avoir suivi la réflexion on va dire fin de la décennie 2010. Ok, on va y aller, mais on design tout nous-mêmes. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'était pas possible, en fait, de rester dans cette logique-là, notamment si on voulait aller en Chine. Aujourd'hui, ils maîtrisent... Parce que le Luxury Pavillon, c'est quand même Tmall qui l'administre. Oui, c'est quand même une... On est vraiment dans des pavillons qui sont des maisons de luxe et c'est elles qui choisissent et qui déterminent leur territoire. Et donc, ils peuvent y mettre totalement l'ensemble de leurs éléments marketing et tout. C'est totalement maîtrisé. D'accord. C'est la force, entre guillemets, des Chinois. C'est toujours pareil. Moi, je suis toujours bluffé parce que chez Alibaba, alors bon, là, en ce moment, ça a moins fort. Là, ça secoue un peu. Ça secoue un peu. Ça va pas moins fort. C'est juste qu'ils sont en train de couper le truc. Ça secoue un peu.
voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quand je regardais l'application AliExpress en France, qui est l'émanation des marketplaces Alibaba pour l'Occident, en fait, il a changé quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'on voyait qu'ils avaient une capacité de développement qui est absolument phénoménale. Ouais. Qu'on n'a pas en Europe et en Occident, on n'a pas cette rapidité, cette vivacité, cette capacité à modifier comme ça. Alors les Chinois adorent ça, ils adorent la nouvelle fonctionnalité, le nouveau plus, le nouveau truc, ils adorent naviguer là-dedans. Et en fait, je l'ai vu là, donc sur AliExpress, on voit en Chine, ils ont eu cette capacité, cette agilité de dire, on va s'adapter aux marques de luxe. On va les faire venir, on va leur donner un cadre, un cocon, dans lequel elles se sentiront à l'aise et elles pourront commercer sans avoir la crainte ou la peur de se retrouver confrontées à des marques qui sont des copies, des contrefaçons. Ouais, d'accord. Et du coup, ça fonctionne. Après, il y a tout l'aspect Web3. Ouais. Et là, je dois te dire, Vincent, je suis peut-être trop vieux, je ne comprends pas. Ouais. Le luxe, c'est la matière. Ouais. Le luxe, c'est les étoffes, les cuirs, enfin bref, tout ce qui fait le luxe. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vendre leur âme à aller faire des pompes digitales pour faire des NFT. Et les NFT, c'est quoi? Les NFT, à terme, ça peut être à la fois un programme de fidélisation et un titre de propriété. C'est-à-dire que quand on achète un NFT, on participe finalement à un programme de fidélité qui est rattaché au produit qu'on a acheté. Et donc, on a à la fois ce titre de propriété, un objet qui est digital, j'en conviens, qu'on a acheté, prix relativement faible, qui peut donner droit en fait à je veux acheter un produit, un vrai produit dans le luxe, qui peut donner droit à un certain nombre de services, d'informations, de communication autour de cet objet. Donc un NFT, c'est un peu comme une carte de fidélisation, enrichie, digitalisée. Alors là, pour le coup, on avait une carte en matière plastique. Là, il n'y a plus rien. Ouais. On a cet NFT qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre ou qu'on peut, qui permet aussi d'accéder à des services qu'on n'a pas forcément si on l'a pas. Tu te retrouves à 20 000, c'est-à-dire tu te retrouves. Oui. Et alors à ce moment-là, tout le monde a accès à Gucci. Alors, mais si tout le monde a accès à Gucci, Gucci est plus Gucci. Non, parce qu'en fait, ils gèrent ça intelligemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas des millions d'NFT qui sont vendus. Un peu comme le Bitcoin. La particularité du Bitcoin, c'est qu'il a de la valeur parce que tout le monde ne peut pas en avoir et que le nombre de Bitcoins qui sont minés sont réduits. Donc là, c'est la même chose. Le NFT, il est réduit, il est limité. Il peut demain avoir une valeur qui peut monter, une petite forme de spéculation sur les NFT. Ouais. Mais qui, là aussi, va leur échapper. Enfin, j'ai l'impression, ils sont dans un... On en a parlé, donc un besoin de contrôle et une nécessité de contrôle qui me paraît même aujourd'hui définir finalement ce qu'est le luxe, c'est-à-dire tu as la capacité, tu as la capacité d'un contrôle absolu, et là, ils vont laisser filer des trucs. Si, il le gère. Moi, je pense que c'est pas un problème, ça. Je pense qu'il le gère. Il le gère parce qu'en fait, il décide du nombre d'NFT, du prix. Alors après, oui, il peut y avoir une petite spéculation, mais comme il y a une spéculation sur les vrais sacs, ou les vraies chaussures, ou les vraies cravates, Ils essayent de freiner, ils se battent. Hein. Enfin, on a discuté régulièrement avec Vestiaire Collective, avec Après, il y a VP et tout ça. Le point positif quand même des marques de luxe dans ces univers, comme les métaverses, comme ces grandes plateformes, c'est que finalement, à partir du moment où on leur donne dans ces univers-là, la possibilité d'abord de ne pas être confrontés à tout et n'importe quoi, et surtout de maîtriser leur territoire, en fait, ça les augmente, ça les enrichit, les marques de luxe. Alors, je trouve que c'est là où nous, on a été assez bluffés de la créativité, de l'inventivité avec laquelle elles sont allées décliner leurs concepts dans des univers qui ne sont pas les leurs au départ, mais qu'au final, ça reste du Gucci, ça reste du Dior. Enfin, d'accord. Et puis après, il faut un peu vivre avec son temps. C'est-à-dire que la génération Z, c'est-à-dire la jeune génération de jeunes Chinois, enfants uniques, formés, éduqués, avec un fort pouvoir d'achat, si vous voulez les toucher, vous êtes obligé d'aller d'utiliser le canal numérique. Sinon, vous les touchez que faiblement. À l'échelle de la Chine. Non, je comprends. Et c'est sans doute une porte d'entrée, en fait. C'est une porte d'entrée vers la marque. Une porte d'entrée vers la marque. Et ensuite, ça leur permet de rentrer dans cet univers-là, de les séduire par, effectivement, des choses qui sont digitales et qui sont virtuelles. Et puis, à terme, ils viennent acheter des produits, quoi. Et puis, ils sont fans des produits. Donc, il n'y a pas de souci. Bon. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça, moi. C'est pas ça qui m'inquiète. D'accord. Je trouve qu'elles ont fait... Qu'est-ce qui t'inquiète, alors ? Ah, rien. Oui, c'est ça, parce que Non, mais c'est pour répondre. C'est pas ça qui m'inquiète, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose. Pour répondre à ton point, en fait, je trouve pas ça inquiétant. Moi, j'étais très agréablement surpris de la qualité. Il y a une phrase, je dis à la fin, c'est pas parce que ce sont des marques de luxe qu'on les respecte. C'est parce qu'elles se respectent
que ce sont des marques de luxe. Il y a cette idée quand même. Elles n'ont pas foncé tête baissée dans les marketplaces. Elles ont dit, on va y aller. On ira sans doute un jour. Elles ont fait quelques incursions. Elles ont dit non, mais tant que ce sera mainstream, on n'ira pas. En revanche, quand les marketplaces elles-mêmes ont évolué et ont créé le cadre qui est plutôt fertile à l'expression de leur territoire et de leur marque, là, pour le coup, elles y sont allées. Non, mais les marketplaces, je comprends, c'est effectivement très intéressant. C'est l'aspect Web3, voilà, qui... Il commence à y avoir des mannequins virtuels qui ont une vraie vie, une véritable identité, avec une date d'anniversaire, etc. Mais oui, mais elles ça, ça marche pour Uniqlo. Je me dis que Dior, je sais pas. Si, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est dans Bon, le temps tourne très vite. E-commerce, la fête est finie. Donc c'est un graphe qu'on va voir que tu m'as envoyé, qui est effectivement assez spectaculaire. Ouais, et qui montre, là pour le coup, il y a des graphes qui sont un peu inutiles. Celui-là, il se passe de commentaires, et pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais on voit clairement la courbe du e-commerce qui rejoint et challengée d'ailleurs par la courbe du commerce physique. Tout à fait. Moi, j'étais absolument abasourdi par ce graphique. On est d'accord. Je m'attendais pas du tout à ça. D'accord. Parce qu'en fait, donc on voit l'effet Covid avec une petite remontée. Là, vous le voyez du e-commerce et évidemment une chute du commerce physique. Le revenge à la réouverture, on le voit bien aussi, le commerce physique qui, alors là, défonce tout. Et puis ensuite, tu vois un truc assez flat, quoi, toi, en fait. Ouais. Alors pour moi, il y a plusieurs phénomènes. Alors je me rappelle déjà être venu dans ton studio et je me rappelle avoir dit, on a, grâce au Covid, finalement, le e-commerce a explosé, a gagné 5 ans. Et une formidable accélération du développement du commerce. Et là, en fait, on a aussi une espèce de retour de bâton qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, le e-commerce est en train, là, pour le coup, la courbe, il s'écroule. Ouais. Il s'écroule littéralement, et on voit qu'en fait, il vient coller à la progression du commerce traditionnel, c'est-à-dire qu'on est dans les deux courbes se suivent. Là où elles étaient totalement dissociées jusqu'ici, maintenant, elles sont totalement corrélées. Et là, c'est assez intéressant. Alors, il y a pas mal il y a beaucoup de phénomènes qui ont fait ça. Il y a un premier sujet qui est l'inflation. L'inflation a fait que tout le modèle discount, qui est un modèle traditionnel, c'est-à-dire le modèle discount n'est pas un modèle e-commerçant par définition, c'est un modèle retail dur. C'est un modèle retail dur, c'est-à-dire on fait des économies sur les coûts, on fait des économies sur les magasins, sur la mise en place, sur machin. On ne fait pas du e-commerce, on ne fait pas de la livraison parce que ça vient flinguer les marges et donc on n'est plus compétitif sur le prix. Donc du coup, le consommateur, qui est quand même un bon sens absolument effroyable, dit non mais attends, moi je vais arrêter de commander e-commerce, je comprends, et je vais retourner dans le discount. Donc c'est rassurant. Okay. Donc c'est Lidl, Aldi, on voit Leclerc aujourd'hui qui gagne des parts de marché encore, etc. et qui s'en sort super bien. Aux États-Unis, c'est Walmart. C'est-à-dire là où tout le monde vraiment prévoyait la mort de Walmart, en fait, c'est plutôt Amazon qui met un genou à terre et Walmart qui s'en sort plutôt bien. Dingue. En fait, ils recrutent des revenus de plus de 100 000 $ annuels, là où, pour ces gens-là, aller chez Walmart, c'était un peu infamant, quoi. C'était un peu compliqué. Et c'est pas du tout le cas. Donc Walmart est en train de revenir, donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième, c'est aussi ce sentiment de sans doute maîtriser un peu mieux ses coûts quand on va dans des modèles discount. Et puis ce qu'on ressent, c'est qu'ils n'ont pas vu, pour moi, les e-commerçants, en tout cas, ils n'ont pas vu. Ils ne sont pas vraiment adaptés à la crise. C'est-à-dire que ça reste quand même un modèle plutôt non alimentaire et plutôt de consommation, d'accord ? Plutôt citadin. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, cette cible-là, de gens citadins qui achètent plutôt du non-alimentaire en ligne, etc., quand vous commencez à avoir des problèmes de revenus, le premier poste qui commence à souffrir, c'est celui du non-alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet aussi, et rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, un effet quand même digitalisation accélérée des magasins, cette révolution qu'ils devaient tous faire, ils l'ont faite, contrainte, forcée, autour du Covid et de sortie de Covid. Tout à fait. Et là, ils ont vraiment les armes. Tout à fait. Je pense que moi, alors là, je fais un peu de prévision, mais je pense que le futur modèle, en fait, vers lequel toutes les enseignes sont convergées, c'est-à-dire qu'on voit Carrefour, on voit Walmart, on voit Tesco, par exemple, en Angleterre, tous ces modèles traditionnels de retail, aujourd'hui, intègrent une marketplace, commencent à intégrer de la livraison quasiment partout. Et donc le e-commerçant, on va dire, classique ou pure player e-commerçant, commence à souffrir. Un modèle comme Ocado en Angleterre, qui est un sublime modèle de livraison du frais, commence à souffrir parce qu'il est cher. Alors que Tesco, Asda, ces gens-là, au Sainsbury, s'en sortent mieux. Merci Vincent. Merci. Vincent Maillet, donc, qui nous accompagnait, directeur général Havas Paris. Et maintenant, c'est le rugby.